Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono. Comme toujours, nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour revenir sur toute l'actualité sportive marquante du week-end. Et au sommaire, ce soir, retour à la salle Beauséjour pour les Sables Vendée Basket. Pour la 20e journée de N1, les Sablais recevaient Poissy et les Vendéens ont fait le job vendredi soir. Sur les pelouses de National 3, affiche de haut de tableau samedi au stade Emmanuel Murzeau. Fontenay-le-Comte recevait la Châtaigneraie. En jeu notamment le fauteuil de leader du groupe de N3. En rugby, le FC Lyonnais affrontait l'un des gros morceaux du championnat de Fédéral 2, l'équipe de Tours. Alors, le FCY est-il parvenu à mettre fin à la série de 10 victoires consécutives du leader? Réponse dans quelques minutes. Retour aux affaires pour La Ferrière en tennis de table. Objectif monté en N1 et cela passait d'abord par une victoire samedi soir. Et puis enfin, nous terminerons avec quelques images du dernier homme debout. La fameuse course d'endurance s'était lancée samedi matin du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà pour le programme de ce lundi 20 janvier 2025. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Une semaine après sa défaite dans le derby vendéen de National 1 masculine, les Sables Vendée Basket retrouvaient le championnat et la salle Beauséjour pour cette 20e journée de N1 vendredi soir. Les Sablais, 10e au classement, accueillaient Poissy, 13e et avant-dernier du groupe. Un match piège selon l'entraîneur du LSVB François Sens. Et dans le froid de Beauséjour, si les visiteurs sont les premiers à dégainer rapidement, les hommes en blanc ouvrent leur compteur. Louis Prolac, Christopher Mannerlax et Branden Mogmer mettent les Sables sur de bons rails. Les Vendéens mènent 26-20 après 10 minutes. La formation sablaise, qui avait mis un coup d'accélérateur en fin de premier quart-temps, maintient le rythme et inflige une série de 15 points consécutifs à l'équipe des Yvelines. Un temps fort marqué par les 8 points de Joris Badeau en à peine 2 minutes. Les Sables s'envolent, plus 19 à la pause pour les joueurs de François Sens, 56-37 au tableau d'affichage. Court en effectif, les Pissiacais sont asphyxiés par le rythme sablais qui n'a pas perdu en intensité. Les locaux vont compter jusqu'à 27 longueurs d'avance au milieu du troisième quart-temps et s'emmènent vers une fin de match facile, 78-58 à l'aube des 10 dernières minutes. Une fin de match dans laquelle les Sablais vont légèrement lever le pied, permettant à Poissy de réduire l'écart. Pas de quoi venir remettre en question l'issue de ce match ni inquiéter le groupe sablais. Victoire convaincante des Sables d'Olonne, 91-74. Je vous propose d'écouter deux réactions sablaises au micro de Dorian Boulzenec, l'entraîneur du LSVB François Sens, suivi du capitaine Grégory Le Sort. C'était un match piège parce que c'est une équipe qui, malgré les défaites, a toujours été dans les matchs. Ils ont perdu de 6 points tour, ils ont perdu de moins de 10 points à Quimper. Donc on savait que la clé du match pour nous, c'était de garder un bon rythme, ce qu'on a réussi à faire globalement les 3 quarts du match. Et on s'est rendu le match facile. Donc voilà, c'est une bonne chose de pouvoir gagner avec un petit écart à la maison et de faire jouer un petit peu tout le monde. Donc soirée satisfaisante. Nos meneurs ont été très très bons. Nos arrières ont été très très bons et c'est vrai qu'on en avait besoin pour pouvoir gagner les matchs. Et ce soir, ils font une très grosse prestation tous les deux. J'ai envie de dire c'est double victoire parce que on s'assure quand même 2 victoires sur une équipe qui sera en poule basse si par malheur on est en poule basse. Mais ça nous permet aussi de regarder un petit peu maintenant sur la poule haute. Donc on est un petit peu sur la ligne de crête, on va voir de quel côté on va tomber. Ça fait un mois ou deux où on est quand même beaucoup plus consistant. On arrive à être dans les matchs, on aurait aimé en prendre un ou deux de plus, mais il y a des progrès, donc on va essayer de continuer comme ça et de gagner un maximum de matchs, on verra où ça nous mènera. On a construit notre victoire et on l'a construit à l'entraînement tous les jours et on commence à avoir la trame de ce qu'on veut faire. On commence à être bon dans ce qu'on veut faire et c'est bon signe pour la suite. C'est ce que j'aime dans cette équipe, c'est ce que j'aime dans la façon dont on travaille, on est tous performants, il y a tout le monde qui bosse et ça permet vraiment d'être dangereux partout. On sait ce qu'on travaille, on sait sur quoi on est bon et on valide. Même s'ils reviennent à la fin, on sait qu'on est en maîtrise dans ce qu'on fait. On n'a rien fait d'exceptionnel, on a fait ce sur quoi on travaille. Ça nous donne une vraie base pour pouvoir construire et être dans des certitudes de ce qu'on met sur le terrain. 9e victoire de la saison pour les Sablais au classement. L'équipe de François Sens reste à la 10e position mais n'est plus qu'à une longueur de la 7e place occupée par Toulouse. Une 7e place synonyme de poule haute pour la deuxième partie de saison. Et puis après 8 victoires de rang, fin de série pour le Vendée Challant Basket en déplacement sur le parquet de Tarbes-Lourdes. Le groupe de Sébastien Lambert s'incline 73-79, un revers qui ne remet pas en cause la position des Chalandais qui se maintiennent à la 2e place. Un cran plus bas en National 2 masculine, on jouait aussi ce week-end. Samedi soir, le Montaigu
du Vendée Basket se déplaçait chez la Lanterne Rouge du groupe. L'équipe réserve du Nantes Basket Hermine. Belle opération pour le groupe de Paul Ravon qui s'impose 76-73. Le MVBC se maintient à la 12e position à l'issue de cette 13e et dernière journée de la phase aller. Du côté des féminines, toujours en National 2, samedi soir marquait le début de la phase retour du championnat. Du côté des Pyrénées-Atlantiques, les espoirs de La Roche Vendée Basket jouaient face à Orthez. Nouvelle défaite des Lyonnaises 75-40. Une 12e défaite en autant de rencontres disputées qui laisse les jeunes pousses du RVBC à la dernière place de son groupe. Allez, direction à présent le Sud Vendée pour clôturer la phase allée du championnat de National 3. C'est un derby que réservait la 13e journée. Fontenay-le-Comte face à la Châtaigneraie, le 3e face au leader. Deux équipes en très grande forme depuis le début de saison. Et là aussi, il faisait très froid samedi au stade Emmanuel Murzeau, mais l'ambiance s'est rapidement réchauffée pour les locaux. 6e minute de jeu, Belbachir décale Milimono. Le numéro 11 fontenaisien envoie ce ballon entre les jambes du gardien. 1-0 pour le VFF. Quelques instants plus tard, Da Silva est déjà tout proche d'offrir le break au sien, mais Hugo Bretagne réalise un superbe arrêt. La Châtaigneraie peine à s'inviter dans la surface adverse et tente de loin, comme ici, à l'image de cette tentative signée Alexis Petit, et captée en deux temps. 27e minute, le défenseur de l'ASC Alexis Petit, coupable d'une mauvaise relance. Thomas Romero récupère et ajuste son tir en pleine lucarne. 2-0 pour le Vendée Fontenay Foot. Peu avant la demi-heure, les hommes de Loïc Lambert sont tout proches du coup de grâce, mais le portier châtaigneuraisien maintient les siens à flot par deux fois. 2-0 donc à la pause pour Fontenay-le-Comte. Au retour des vestiaires, les Fontenaisiens vont venir tuer ce match. Dès la 46e, Milimono adresse un centre au cordeau pour Thomas Romero qui s'offre un doublé. 3-0 désormais. Et dos au mur, le leader doit relever la tête pour éviter de sombrer davantage. Mais la défense du VFF est solide. Noah Renou s'impose devant Endoy. Le gardien de Fontenay, tout heureux quelques minutes plus tard de voir sa lourde frappe du numéro 10 adverse être repoussée par son montant gauche. Les joueurs de Charles Devineau se montrent enfin plus dangereux mais ne convertissent pas. Cette frappe de Mathis Cheminot fuit le cadre. Et puis 72e minute, bien que moins en vue en deuxième période, Fontenay va de nouveau aggraver la marque. Après Romero, c'est Milimono qui inscrit un doublé. 4-0 score final. Soirée parfaite pour Fontenay-le-Comte qui s'offre une 4e victoire en 6 rencontres. Soirée à oublier en revanche pour la Châtaigneraie. La réaction des deux entraîneurs, Loïc Lambert et Charles Devineau, tous les deux répondaient à Thibaut Grasset. Je leur avais demandé, notamment sur le premier quart d'heure, d'aller les presser très haut. Chose qu'on a faite, mais on l'a faite de manière constante et sur toute la première mi-temps. Je trouve que le deuxième but est un peu tardif parce qu'on a eu quand même des super récup et des possibilités de marquer le deuxième but beaucoup plus tôt. On n'a pas concédé de but, donc c'est une soirée parfaite pour nous. Voilà, un derby gagnant de manière méritée. Et puis on soigne le goal average, on ne prend pas de but. On reste solide à domicile, ce qui est quand même l'objectif, parce que je crois que le club n'a pas perdu depuis 2023, novembre 2023 je crois. Donc c'est une constante, les joueurs se solidarisent aussi par rapport à ça. Donc je suis très satisfait de la prestation de l'équipe. C'était une soirée très très compliquée, mais du début jusqu'à la fin, on n'a jamais pris l'intensité du match. On s'est fait marcher dessus, mais à la régulière, parce qu'on était constamment en retard ou à côté des joueurs. On les a installés dans ce qu'ils aiment faire. Quand on perd déjà 2-0 à la mi-temps et 3 tout de suite après la mi-temps, c'est que quelque part le match il est un peu plié. Mais voilà, on n'a pas été du tout dans ce que je voulais faire. Et ça me déçoit et ça me met en colère par rapport à toute la semaine de travail et ce qu'on avait pu présenter aux joueurs. Ils ont été à l'envers de ce qu'on a demandé et ça c'est pas un signe très positif ce soir. Et on va jeter un œil au classement de ce groupe B en National 3. Changement de position sur le podium à l'issue de cette phase allée. C'est désormais Chaland qui est leader. Vainqueur 3-1 sur la pelouse de Saint-Philbert de Grandlieu. Le groupe de Nicolas Lemétayer s'offre le fauteuil de leader. Vainqueur de la Châtaigneraie, on l'a vu. Fontenay-le-Comte s'invite sur la deuxième marche du podium et relègue la formation châtaigneuraisienne à la 3e place. Et puis enfin, après sa défaite 2-1 à domicile face à la réserve du FC Nantes, La Roche-ESO perd 3 places et évolue désormais au 10e rang. On repart cette fois à l'étage au-dessus en National 2. Pas de victoire pour les formations vendéennes samedi lors de la 14e journée. La Roche-VF ramène un point de son déplacement à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Score final 1 partout. Les hommes de Frédéric Reculot restent 14e et relégables. Score identique 1 partout entre les Herbiers et Blois. Le VHF perd une place et se classe 8e. Et puis du côté du Matmut Atlantique, le Vendée Poiret Foot a subi la loi des Girondins de Bordeaux. Défaite 2-1. Les Genoux retrouvent la position de lanterne rouge.
Et puis en football, toujours autre résultat, on jouait ce week-end sur les pelouses de Détroit féminines. Hier, dimanche après-midi, la Roche-ESO accueillait la Croix-Blanche Angers au stade de Saint-André-d'Ornay. Score nul et vierge, 0-0 pour ce derby ligérien de la 10e journée. Les Ornésiennes se maintiennent sur la 3e marche du podium. Et puis enfin, du côté des terrains de handball, un seul résultat à vous transmettre. Fin de série pour la Roche-Vendée Handball. Après 6 victoires consécutives en championnat, les Lyonnaises se sont inclinées 29-25 samedi soir face à Mérignac. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau restent deuxième derrière Rochechouart-Saint-Junien à l'issue de cette 11e journée de N1. On parle de la Roche-sur-Yon, bien je vous propose d'y rester justement cette fois pour du rugby sur une belle dynamique avec 2 victoires et 1 nul sur ces 3 dernières rencontres. Le FC Lyonnais accueillait un gros morceau du championnat de Fédéral 2, l'équipe de Tours, leader de son groupe, une 14e journée très relevée donc face au Tourangeau. Mais surprise, c'est bien le FCY qui va venir faire la course en tête dans ce match. Première minute, le jeu penche côté droit, Massima sert Moses Pepa qui file inscrire le premier essai des Rouges et Blancs. Grosse surprise au stade Henri Desgranges. Un essai transformé quelques instants plus tard par Thomas Genot, 7-0 pour la Roche. Les visiteurs inscrivent leur premier point quelques instants plus tard sur cette longue pénalité de Lino Frociel. En infériorité numérique, le groupe de Jérémy Luçon tient la dragée auto-leader et s'offre 2 pénalités converties par Thomas Genot, 13-3. Et puis, dans la demi-heure de jeu, les Rouges et Blancs font le siège du camp adverse. Genot s'échappe et aplatit le deuxième essai des siens, 20-3 au tableau d'affichage. Une avance confortable qui va être quelque peu amputée. 3 minutes plus tard, Tours réagit et s'offre un premier essai dans cette rencontre par Paul Lebros, 20-10 après transformation. C'est le score à la mi-temps. Le jeu bien huilé de la Roche va alors quelque peu s'enrayer. Les Tourangeaux se montrent bien plus dangereux au retour des vestiaires et inscrivent 2 pénalités. 64e minute, les visiteurs prennent pour la première fois le score dans cette partie. Remontée de balle, Velten sert Lebros côté droit, 21-20 désormais pour Tours. Et puis à 10 minutes du terme, tandis que le FC Lyonnais évolue en infériorité numérique, les Oranges et Bleus vont venir asseoir leur avance. C'est cette fois Imbola qui résiste à la défense lyonnaise. 28-20, la Roche s'incline sur une ultime pénalité, 31-20 face à Tours. Thibaut Grasset était avec les 2 entraîneurs, Jérémy Luçon puis Bertrand Guillou en après-match. On a vécu une semaine assez dure avec, je pense, l'épidémie de grippe qui nous a joué quand même pas mal de tours. Des mecs qui devaient jouer aujourd'hui, qui me prévenaient hier qu'ils ne pouvaient pas jouer. Donc on savait que sur l'environnement, ça serait déjà assez complexe. Toujours est-il qu'on fait une première mi-temps qui est assez correcte, qui est assez bonne. On pense tester avant la mi-temps là, qui nous fait du mal. Parce que forcément, si on tourne avant un 3, c'est pas la même. Et puis en deuxième mi-temps, on ne met pas un pied devant l'autre, on se désolidarise. Est-ce que c'est fait de la fatigue? Est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas. Et donc après, eux, ça leur permet de revenir dans le match. Ça tourne à 20-16 et puis là, ils marquent cet essai en coin. Donc ouais, une grosse déception parce que ça annule notre grosse victoire à plaisir. Ça annule un peu le tiers, donc c'est dommage. Mais bon, voilà, hein, il faut faire avec. On s'attendait à une entame chaude, sous pression. On avait décidé de choses stratégiques qu'on n'a pas eu la maîtrise de mettre en place. Et puis clairement, la Roche a bien joué son jeu, nous a pris sur des points où on n'était pas au rendez-vous. On marque un bel essai en fin de première qui nous remet de l'énergie, qui nous recolle au score et qui nous fait du bien parce qu'on avait été quand même dominé et bouffé la plupart du temps en première. On a fait 2-3 régulations stratégiques en deuxième. J'ai la chance d'avoir un banc qui est vraiment de niveau et qui a fait la différence sur la deuxième mi-temps. On a senti aussi que la Roche a baissé un peu de pied quand nous, on a réussi à prendre l'ascendant. Fin de série donc pour la Roche et une place de perdu au classement pour le FC Lyonnais à l'issue de cette 14e journée. Les Vendéens passent de la 6e à la 7e place. Prochain match ce week-end sur la pelouse de Maison Lafitte. Au niveau inférieur en Fédéral 3, retour sur les terrains pour le FC Sablé qui avait rendez-vous à l'extérieur face à Saint-Nazaire. Et les Sablés se sont imposés 32-19 hier dimanche après-midi. Les Sablés se maintiennent donc sans surprise à la première place de leur groupe après 12 rencontres. Et puis un œil sur un autre classement, celui de la division 2 de hockey sur glace. Victoire sans difficulté samedi soir pour le Haut-Gly face à Clermont-Ferrand. Les Lyonnais l'ont emporté 5-1 devant leur public de la patinoire Arago. 3e victoire de suite pour les Aigles lyonnais qui restent dauphins du leader toulousain. Et puis une autre belle victoire, celle-ci est bien sur les parquets de Ringhockey. C'était également samedi soir du côté de l'Angelmière. La Vendéenne recevait Roubaix pour le 8e de finale retour de la Coupe de France. Déjà vainqueurs à l'aller, les hommes de Nuno Dominguez s'imposent 7-3. Les Lyonnais affronteront Mérignac en quart de finale de la Coupe de France. Mérignac, tombeur de l'autre formation vendéenne, le Poiret Roller lors de ses 8e de finale.
En tennis de table, ce week-end marquait le retour aux affaires en National 2 masculine pour le club de La Ferrière. Pour la seconde phase du championnat, le club ferriérois a réussi à placer 2 équipes à ce niveau. Et samedi, c'est l'équipe 2 de La Ferrière qui recevait au complexe sportif. Les Vendéens accueillaient le Passageois tennis de table. Et surprise pour les visiteurs, eux qui s'attendaient à affronter l'équipe 2 de La Ferrière ont finalement vu l'équipe type se présenter face à eux. Un choix stratégique. L'équipe 2 de La Ferrière ayant hérité d'un groupe plus favorable, le Quatuor prend la main avec pour ambition de porter l'équipe vers une montée en N1 au printemps prochain. En attendant, il fallait donc prendre les points samedi soir et c'est bien ce qu'ont fait les Ferriérois face à une équipe du passage dépourvue de son numéro 1 habituel. Le groupe vendéen n'a pas fait durer le suspense. Victoire de Mathieu Perdriau, Anatole Merlet, Axel Bossis et Arthur Thomas lors des 4 premiers simples. 4-0 donc, place à la seconde rotation et à la dernière, puisque les Ferriérois vont décrocher les 4 derniers points nécessaires pour s'adjuger la rencontre. Victoire en 5-7 pour Arthur Thomas, mais aussi pour Anatole Merlet. Axel Bossis s'impose en 3-7, il en faudra un de plus pour l'entraîneur-joueur Mathieu Perdriau. Mission accomplie, donc la Ferrière s'impose 8-0 face à la formation du Lot-et-Garonne. Je vous propose d'écouter les réactions des acteurs du soir, à commencer par celle de Mathieu Perdriau. C'était au micro de Dorian Boulzenec. Très content parce qu'on redémarre une phase avec l'ambition de vouloir monter en National 1. On tombe sur une équipe qui arrive de N3. On a été dans leur position, on arrive avec l'esprit où on n'a rien à perdre. Et les matchs peuvent vite devenir dangereux. D'ailleurs, on l'a vu parce qu'on gagne plusieurs matchs à l'arrache. Donc, ouais, hyper satisfait de gagner 8-0 et de faire le plein de confiance avant un gros match dans 2 semaines. On ne s'attendait pas à un match aussi facile. Les équipes qui montent, on sait que c'est toujours dangereux. Et la pire des choses, c'est de l'aborder justement en étant un peu relax, en se disant que ça va être facile. Non, non, on a préparé vraiment le match comme si c'était une équipe qui était déjà en N2 avant. On a eu la bonne surprise en première phase que l'équipe 2 est montée en National 2. Ce qui nous a permis de pouvoir faire un choix un peu tactique pour choisir la poule. Du coup, l'équipe 1 pouvait passer en équipe 2 sans problème. On choisit nos effectifs. Donc là, on a fait le choix de mettre l'équipe 1 en équipe 2 justement pour essayer de jouer la montée dans cette poule-là et que les autres puissent jouer le maintien dans l'autre poule. Maintenant, rien n'est fait, tous les matchs vont être durs et voilà, il va falloir être prêt sur chaque match. D'entrée, on a vu que c'était une surprise, on s'attendait à jouer l'équipe 2, pas l'équipe 1 qu'ils avaient fait un choix stratégique. Du coup, on savait que ça allait être difficile. Le résultat est logique, ils sont plus forts sur le papier, ils ont été plus forts à la table. Le public qui est derrière, c'est bien et ça permet à leur équipe de se transcender. Nous, ça nous a un peu fait faux bond en fin de set. On reviendra pour être plus fort la prochaine fois. Voilà, les Vendéens entament donc parfaitement cette seconde phase du championnat. On va le voir d'abord avec le classement de la poule numéro 4. C'est le groupe qui concerne l'équipe 2 de La Ferrière. Vous l'avez compris, en réalité, les joueurs de l'équipe 2 et de l'équipe 1 ont été intervertis, comme vous l'a expliqué à l'instant Mathieu Perdriau. Et puis, si l'on s'intéresse à présent à l'autre groupe, celui qui, sur le papier, concerne l'équipe 1, on se situe dans la poule numéro 5. Il faut suivre. Eh bien, l'entame de la seconde phase a été plus difficile pour les Ferriérois. Défaite 8-4 face à l'équipe 3 de la Romagne. Promue à l'issue de la première phase, l'équipe ferriéroise aura ici pour mission celle du maintien. Allez, pour terminer, je vous propose de partir direction Saint-Laurent-sur-Sèvre pour une course où il faisait bon. Être le dernier ce week-end, la 5e édition du Dernier Homme debout s'était lancée samedi peu avant midi dans les coteaux de la vallée de la Sèvre nantaise. Le but, être le dernier en lice parmi les quelques 300 partants. Les concurrents s'élancent sur une boucle de 7 km 800 et ont 1 heure maximum pour terminer le parcours. S'ils y parviennent, ils redémarrent ensuite pour une nouvelle boucle et ainsi de suite jusqu'au Dernier Homme debout. Et en l'occurrence, ils sont 2 à être allés au bout de l'effort dimanche. Johan Nezan et Jean Blanchetot sont venus à bout des 24 boucles de l'épreuve, le maximum, égalant le record de 2024 où Johan Nezan, encore lui, s'était imposé. Coup de chapeau également à Anaïs Leroy qui fut, elle, la dernière femme debout avec 14 boucles réalisées, établissant de fait un nouveau record chez les dames. Eve Jounot, journaliste de la rédaction, était sur place pour suivre la course. Elle était avec l'organisateur Patrice Bizan. Le concept plaît parce que les gens voient leur poulain, entre guillemets, leur coureur arriver toutes les heures à la salle. Et voilà, ça permet de créer l'ambiance, d'encourager et qu'on vienne faire un tour, 2 tours, 3 tours, en fait, on est sûr de finir la course. Et, ça, c'est un concept qui plaît, que recherchent les gens en ce moment. Ça plaît tellement qu'on est obligé de faire un tirage au sort. Cette année, on était à 642 préinscrits pour 300 places, 300 dossards.
Et puis avant de se quitter, quelques nouvelles en course à pied de l'un de nos athlètes vendéens, Romain Mornay. Le Lyonnais était aligné ce week-end sur le 3000 mètres du meeting du Luxembourg, vous le voyez ici. Et le licencié de l'AC La Roche-sur-Yon a signé une performance canon, une 4e place et un nouveau record personnel, 7 minutes 40 secondes et 39 centièmes. Un temps qui permet également à Romain Mornay de signer un nouveau record de ligue et surtout de réaliser la 4e meilleure performance française de tous les temps sur 3000 mètres. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de toute l'actualité sportive du lundi 20 janvier 2025. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, vous le savez, après l'arrivée du podium du Vendée Globe la semaine passée, les prochains skippers du Vendée Globe sont attendus dès cette semaine, d'ici 72 heures. Sam Goodchild et Jérémy Bayou pourraient faire leur arrivée au Sables d'Olonne ce jeudi. Toute l'actualité de cette 10e édition, vous le savez, reste bien sûr à suivre quotidiennement dans le journal du Vendée Globe. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 85 chrono. D'ici là, très belle fin de soirée, très belle semaine et à la semaine prochaine.